Je vais vous proposer une approche très généraliste et vous serez forcément frustrés, mais je pense qu'on pourra se rattraper durant les questions. Juste pour me présenter, donc, je suis un psychomotricien qui a mal tourné, qui a fait sexo parce qu'il n'avait pas les outils pour intervenir, comme beaucoup de psychomotes. Et j'exerce à Lyon une activité en libéral où j'ai beaucoup de patients et de patientes TSA et TDI. Et puis, je dirige le Centre ressources handicap et sexualité. Vous le trouverez sur Internet. Et dans ce cadre-là, on a développé quelques outils avec Santé publique France, avec la Fédération des trisomies 21 France, etc. On n'est pas spécialisé uniquement TND, TSA, etc. C'est la promotion de la santé sexuelle pour toutes les personnes. On va démarrer par une petite présentation de concepts théoriques autour de la sexualité et de la santé sexuelle. Ce sera très rapide. Et puis ensuite, je vous présenterai un panorama un petit peu du contexte dans lequel on va intervenir en éducation complète à la sexualité. C'est le mot qu'on préfère d'ailleurs par rapport à éducation sexuelle. Aujourd'hui, c'est le terme qui est privilégié. C'est une éducation complète à la sexualité puisque ça fait appel à une approche intégrative, on va le voir. Donc, je ne suis pas du tout juriste ni avocat, mais on va passer par le droit très rapidement. Si ma collègue était là, c'est sûr qu'elle compléterait beaucoup mieux cette intervention. Les choses sont très très simples. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes en situation de handicap ont strictement les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous-mêmes. Il faut qu'on arrête de penser que ce sont des personnes vulnérables qu'il faut protéger. Tout ça, c'est du cinéma, c'est des fantasmes. Donc, il faut déconstruire nos propres représentations, mais aussi désassigner les personnes à une place qui n'est pas la leur et dans laquelle elles souffrent depuis des décennies. Donc, en fait, la sexualité, je vais aller très vite puisque c'est repris dans la présentation suivante, n'est en aucun cas un droit opposable, c'est un droit de liberté. Et nul ne peut, par contre, entraver l'accès à cette dimension. La question qui va se poser, c'est celle du consentement, en fait. Et je pense que s'il y a quelques professionnels dans la salle, peut-être des familles aussi ou des proches, tout de suite, ils vont dire oui, mais quelle est la valeur du consentement d'une personne en situation de handicap ? Eh bien, je vais vous dire, c'est strictement la même que la nôtre, que la vôtre, que la mienne, que celle des Gérard, Miller, Depardieu ou autres, effectivement, et tous les autres. Et ça, c'est dramatique puisqu'il y a des personnes qui vont se retrouver devant le juge et qui vont être effectivement condamnés à des contraventions ou à des peines de prison. Comment aborder la question du consentement libre et éclairé chez les personnes en situation de handicap, pour le dire très rapidement ? Eh bien, les choses sont extrêmement simples en fin de compte, puisqu'il n'y a pas de consentement s'il n'y a pas de discernement. Et il n'y a pas de discernement s'il n'y a pas d'éducation complète à la sexualité ou d'information tout au long de l'existence. On pourrait arrêter la conférence ici et se dire, allez, au boulot, il n'y a plus qu'un. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de pleurnicher sur le consentement libre et éclairé des personnes en situation de handicap si on ne fait pas notre job de pouvoir apporter une éducation complète à la sexualité, des informations tout au cours de l'existence pour permettre le discernement. L'idée, c'est de favoriser l'accès à la littératie en santé sexuelle pour tous et pour toutes, à tous les moments de l'existence. Ça veut dire qu'il va falloir que les ressources qu'on va proposer soient accessibles, compréhensibles et adaptées aux différents publics qu'on a, individualisés. Et peut-être qu'on pourrait inventer un autre concept, c'est-à-dire qu'au-delà du consentement libre et éclairé, peut-être qu'il faudrait qu'on travaille sur l'autodétermination éclairée. C'est-à-dire comment aider les personnes à se définir par elles-mêmes dans ce qu'elles souhaitent dans leur vie, dans leur inclusion sociale, mais aussi dans leur vie intime, affective et sexuelle, avec leurs propres normes et leurs propres désirs. Le droit nous renseigne uniquement sur ce qui est légal ou illégal. J'en ai dressé quelques frontières très rapidement, et on verra que dans le cadre de l'accompagnement sexuel, les choses sont un tout petit peu plus complexes, quoique. Je fais un teasing de dingue quand même pour tout à l'heure. Le droit est en lien direct avec la morale. Et la morale va nous renseigner sur ce qui est bien ou ce qui est mal.
Et c'est très contextualisé à un moment donné, au sein d'une communauté donnée. Et au-dessus, on a placé schématiquement l'éthique comme ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est choisi par le sujet agissant pour conduire sa vie. Et ces doubles flèches montrent bien qu'il y a des tensions continuelles qui existent entre le droit et la morale. Vous le savez bien, il n'y a qu'à parler de l'IVG, par exemple, de l'accompagnement des personnes en fin de vie, etc., pour se dire que ces tensions sont très présentes actuellement, et également avec l'éthique. On arrive à ce slogan très important, c'est la personne qui est experte de sa propre vie. L'idée, c'est qu'on va arrêter de projeter nos propres représentations sur les personnes qu'on accompagne, sur qu'est-ce qui est bien dans la sexualité, qu'est-ce qui est mal, quelle pratique, avec quel partenaire, exclusivité sexuelle ou non, etc. On va donc laisser la personne choisir sa propre voie et accepter la prise de risque. Et ça, je peux vous garantir que quand on travaille en libéral, c'est extrêmement complexe en fait. Quand on est rattaché à une institution, c'était plus facile d'accepter la prise de risque, sachant qu'on a des collègues autour de nous, etc. Quand on est en libéral, avec des personnes qui ont parfois des conduites très inappropriées, qui flirtent avec le médico-légal, etc., eh bien, quand les personnes partent de notre cabinet, effectivement, on s'interroge de la mesure dans laquelle on peut accepter cette prise de risque. Il s'agit de ne pas faire à la place d'eux, mais de faire de la place à. Ce n'est pas à nous de définir les projets, les choix de vie des personnes. Les personnes en situation de handicap, de manière globale, elles ne réclament qu'une seule chose, c'est le droit au râteau, le droit à se casser la gueule, comme tout le monde, à faire leurs propres expériences. À force de surprotéger les personnes, on va les survulnérabiliser dans tous les secteurs de leur vie, et bien entendu, y compris dans la vie intime, affective et sexuelle. Il y a un truc qui est important, je ne sais pas s'il y a beaucoup de professionnels dans la salle, c'est de ne pas confondre notre mission professionnelle et le mandat. La mission professionnelle, c'est ce qui est inscrit sur notre fiche de poste. Et que tu sois psychomote, sexo, psycho, médecin, ce que tu veux, eh bien, tu sais à peu près ce que tu dois faire, tu es payé pour ça, et a priori, tu appliques ce qu'il y a sur ta fiche de mission. Le mandat, c'est tout à fait différent. C'est quelque chose qui nous est conféré par les usagers et usagères et qui vont effectivement nous missionner, nous mandater pour qu'on puisse les accompagner dans ce domaine-là particulier. Quand on est une institution, à la limite, tu n'as pas trop le choix. Si le psychomote, il est paresseux, qu'il n'a pas envie de se prendre la tête, de faire que des parcours à la noix tout au long de sa carrière en attendant la retraite, tu n'as pas le choix. Tu vas te taper ce psychomote. Et effectivement, ce n'est pas comme en libéral où tu peux changer de crèmerie comme tu veux, etc. Enfin, il s'agit de ne pas hiérarchiser les savoirs profanes, les savoirs issus de l'expérience, et les savoirs universitaires et les savoirs professionnels. Et ça, c'est vraiment fondamental. En France, je pense qu'on est les rois du monde, avec le pouvoir médical, pour dire, moi, j'ai fait le colloque des GNCRA et 24, et maintenant je sais. Je suis allé à l'atelier 9, et donc je vais vous dire ce qu'il faut faire, etc. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on regarde aussi un petit peu ailleurs, voir comment on va pouvoir appréhender le choix de vie des personnes. Juste quelques diapos pour définir la sexualité et vous dire que notre premier organe sexuel, bien entendu, c'est notre cerveau, c'est notre imaginaire, tous nos fantasmes, toutes nos conceptions un petit peu mentales de la sexualité. Ah ben, mes parents ont dû faire l'amour 3 fois puisqu'on est 3 enfants dans la fratrie, etc. Oui, non mais encore faut-il qu'on ne prenne pas pour argent comptant et qu'on accepte aussi d'accompagner les personnes dans le champ des fantasmes et des constructions psychiques, ce qui n'est pas donné forcément à tout le monde. Le deuxième organe sexuel, c'est la peau, la sensorialité, etc. Bien, on n'a que des conférences, effectivement, sur la dimension de la sensorialité, des particularités, etc. Romain est là pour en expert. Voilà. Mais c'est évident que la sexualité, c'est avant tout la sensorialité. Et tous les sens, les 8 sens, puisqu'on a bien entendu l'intervention de Romain hier et des autres qui sont proposés. Enfin, le troisième organe sexuel, ce sont les organes génitaux, mais j'ai envie de dire ça vient loin derrière, en fait. Et le jeu trivial des organes génitaux, bon, bien sûr, a quelques bénéfices secondaires, mais pour certains de nos usagers et usagères, ce n'est pas vraiment ce qui les intéresse. D'où aussi, je glisse quelques petites pistes. Arrêtez de parler de pratiques de masturbation, mais plutôt de dire pratiques auto-érotiques.
Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne vont jamais toucher leurs organes génitaux pour avoir de l'auto-érotisme, en fait. Ils le font pour d'autres raisons, mais pas forcément dans le sens de la sexualité. Le champ de la sexualité humaine s'inscrit dans la tuyauterie, le somatique, etc., le biologique, mais il s'inscrit aussi dans le social, notre éducation, les règles, les normes, la pornographie, les repères qu'on a sur Internet dans la télé-réalité. Les Marseillais à Rouen ou à Cancun, etc. L'émission de Cyril H le soir, qui va en fait apporter beaucoup plus d'informations que vous, en tant que sexologue, ce que vous pourrez, ou intervenante en santé sexuelle, ce que vous pourrez apporter dans le cadre de vos séances. Enfin, la sexualité s'inscrit dans la dimension du psycho-affectif. Et il n'y a pas de sexualité et pas de consentement possible si on n'est pas capable de pouvoir comprendre ses propres émotions, de les décrypter en soi, et surtout de comprendre ce que les autres émettent quand ils vont nous regarder ou dans une relation. Il n'y a pas de sexualité si on ne travaille pas l'estime de soi. C'est compliqué d'entreprendre une vie intime, affective ou sexuelle si on a l'impression d'être complètement hors sol, d'avoir peu de valeur à nos propres yeux et aux yeux de notre entourage. Et si en plus on comprend que ce qui nous renvoie, c'est la sexualité, c'est pas pour toi, ça va être un petit peu compliqué. C'est vrai que c'est pas ce qui va aider. Ce qui est important dans ce petit schéma, c'est cette flèche en fait qui apparaît à l'intersection de ces trois cercles et qui signifie qu'on doit se situer dans une approche qui est intégrative de la sexualité. La sexualité, ce n'est pas uniquement un objet médical, social, psychanalytique ou psychologique. C'est toujours, pour une petite part, une intrication de ces trois dimensions. Et comme je suis paresseux et pas très doué en graphisme, j'aurais pu rajouter un quatrième cercle qui est celui de la spiritualité. Parce que pour certaines personnes, la sexualité au sens large, on va la définir, s'inscrit dans le champ de la spiritualité, qu'elle soit religieuse ou non, ça n'a pas d'importance. 1975-2002, l'OMS a défini la santé sexuelle comme étant un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la sexualité. Ce qui est important de noter, c'est que cette définition, qui est calquée sur la définition de 1946 de la santé, montre que être en bonne santé, c'est éminemment subjectif. Il n'y a que moi, personnellement, qui peux dire si je suis en bonne santé. Ce n'est pas mon psy, ce n'est pas mon sexologue, ce n'est pas mon éducateur, ce n'est pas mon infirmier, etc. C'est un état de bien-être. Il n'y a que moi qui peux le sentir au fond de moi. Et notre boulot, c'est d'accompagner les personnes, effectivement, dans cet état de bien-être. L'OMS a rajouté que la santé sexuelle exigeait une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences plaisantes et sécuritaires, c'est moi qui souligne tout ce qui est en gras, sans coercition, sans qu'on m'impose de croire, de penser ou de faire quoi que ce soit, sans discrimination ni violence. Ça, c'est très important, c'est la possibilité d'expérimenter. Si on est toujours fliqué sous le regard des autres, etc., comment est-ce que vous voulez faire vos propres essais-erreurs et pouvoir vous essayer dans votre vie intime, affective et sexuelle? Et on fera le pendant, c'est pour ça que j'ai souhaité le placer après, avec la question de l'accompagnement sexuel très spécifique avec les accompagnantes sexuelles. En fait, la santé sexuelle, on peut se la représenter avec une balance où les deux plateaux sont équilibrés. D'un côté, on a la réduction des risques et des dommages, avec tout ce qui est IST, VIH, SIDA, grossesse non prévue, etc., violence, dysfonction sexuelle. C'est le point sur lequel on assiste le plus généralement, puisque pendant longtemps, merci, c'est une souffrance horrible. Pendant longtemps, merci beaucoup Romain, pendant longtemps, on a axé notre travail uniquement sur la lutte contre les violences, les risques, les dangers, etc. Et de l'autre côté de la balance, bien sûr, il y a toute cette dimension d'augmentation de la qualité de vie, d'épanouissement et de bien-être. Et c'est cet équilibre qui est important et qui va nous inscrire dans une approche positive de la sexualité. Tous ces termes, on les retrouve beaucoup sur des blogs, très intéressants d'ailleurs, dont certains de personnes en situation de handicap très concernées, très militantes. Donc il faut qu'on se décentre d'une approche uniquement sur les problèmes, les dangers, pour aller vers effectivement quelque chose qui est l'augmentation de la qualité de vie, d'épanouissement et le bien-être.
L'OMS a défini les droits sexuels, je vais aller très vite parce que ça passe à une allure de dingue en fait. Voilà. Et c'est en particulier le droit de demander, d'obtenir, de transmettre des informations, le droit à une éducation sexuelle, au choix de son partenaire, etc. Ouais, notez vite parce que je pourrais vous envoyer le diaporama, il suffira de me faire un petit mail au CRS et il n'y a pas de souci. Si vous groupez, c'est cool hein, parce que... On pourrait le mettre sur le site du Congrès. Là, ce sera sur le site du Congrès, nickel. En fait, je vais très vite parce que toutes ces dimensions, elles sont désormais reprises dans des textes réglementaires opposables ou des recommandations de bonnes pratiques. Et je voulais absolument en arriver là pour avoir une approche très optimiste, en fait. C'est rare en ce qui me concerne, de la prise en compte favorable de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Je laisse apparaître les différentes thématiques qu'on va voir. Donc, vous voyez peut-être dessus, c'est bon. Des thèmes comme Séraphin PH, le nouveau référentiel d'évaluation des établissements pour la démarche qualité, la circulaire du 5 juillet 2021, les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé qui vont bientôt sortir, la définition de la maltraitance qui est désormais dans le Code pénal, et puis une prise de conscience sociétale. Même si je passe vite, on essaiera de laisser le PowerPoint et vous pourrez le reprendre tranquillement chez vous. Séraphin PH, vous connaissez peut-être, c'est une usine à gaz en fait, qui permet en fait, de définir très clairement et finement les besoins des personnes en situation de handicap. En fait, les financeurs sont aperçus que stop, on arrête de financer des gens qui font atelier macramé ou aquaponie depuis 95, quoi. Hein. Tu as une éducatrice qui a fait un stage dans le Larzac de poterie en Colombin, et en fait, tous les usagers vont se taper un trimestre de poterie, en fait, depuis 25 ans, quoi. Ils n'en ont rien à secouer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester tranquilles dans leur chambre, regarder leurs séries sur Netflix, Sex Education, Atypical, d'autres trucs comme ça, beaucoup plus intéressantes que se taper des cendriers qu'on offre à Tata Janine tous les Noëls. Aucun intérêt. Beaucoup d'argent gaspillé, en fait. Voilà. Puis on a ce nouveau référentiel d'évaluation qui est vraiment très important et qui comprend désormais une fiche, un item qui est consacré à la santé sexuelle. Donc on est en France, hein, c'est très franco-franchouillard, ça vient de sortir, donc d'un évaluateur ou d'une évaluatrice à l'autre, c'est très différent. Mais on peut se dire que la deuxième ou la troisième fois, on ne va pas passer à côté, surtout lorsqu'on a eu autant d'événements désirables graves qui sont remontés à l'ARS ou au département. Donc l'idée, c'est d'encourager les établissements et les services sociaux, médico-sociaux à se servir comme outil de pilotage de cette grille qui comprend 140 items, dont un sur la santé sexuelle. Donc je vais faire qu'effleurer les textes, hein, on est d'accord. C'est juste pour vous donner envie, quand vous allez retourner à la maison ou en établissement, de les relire et de s'en servir comme levier pour vos collègues. Parce que mon message, il est très simple, c'est aujourd'hui, ce n'est plus possible de ne pas prendre en compte systématiquement la dimension de la vie intime, affective et sexuelle dans les établissements et services sociaux, médico-sociaux ou dans le sanitaire. Ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, on a tout ce qu'il faut sous la main. Il faut juste se mettre au boulot et arrêter de faire de l'aquaponie et du macramé, quoi. Je pense qu'il y a autre chose. Alors, la circulaire du 5 juillet 2021, elle est passionnante. Je vous invite à la lire, en fait. Et elle est opposable. Hein. C'est notre ex-ministre en charge du handicap, Sophie Cluzel, qui, à la suite du Grenelle des violences faites aux femmes en 2019, a mis en place 2-3 petites bricoles, dont, effectivement, cette circulaire à l'usage des directions d'établissements et services sociaux et médico-sociaux. Pour les établissements, je vous ai mis quelques points saillants. C'est avant tout le respect absolu des choix, des désirs et des besoins dans le cadre d'une approche individualisée. Ça paraît un petit peu du verbiage, mais pour une fois, enfin, on entend les mots choix et désir et pas simplement besoin des personnes en situation de handicap. Donc on considère que ce sont des êtres qui ne sont pas que des êtres de besoin, mais c'est des êtres aussi de choix et de désir. Donc ça doit être intégré dans tous les textes institutionnels et il doit y avoir au moins un référent, une référente VIAS dans chaque structure et une charte co-construite avec les usagers et usagères. Il s'agit de mettre en place des partenariats avec les réseaux de proximité, mais aussi que les procédures d'accompagnement des personnes soient claires, accessibles, actualisées et portées à la connaissance des personnes concernées. Ça ne sert à rien de l'afficher en petit et de se dire qu'on l'a présenté en réunion d'équipe si effectivement ce n'est pas en FALC ou si ce n'est pas accessible et ce n'est pas compréhensible en affichage dans l'établissement.
Le troisième chapitre est consacré à agir et réagir en cas de violence. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire on ne savait pas. Vous avez la procédure d'intervention en cas de révélation de violence à caractère sexuel qui est quasiment explicitée dans cette circulaire. Donc on peut imaginer que les évaluateurs et évaluatrices, quand ils vont aller en établissement, c'est la première chose qu'ils vont vous demander. Quelle est votre procédure en cas de révélation d'une violence à caractère sexuel ? Pour les professionnels, oui, je vous rappelle qu'en fait, c'est un délit en fait, à ne pas signaler effectivement qu'une personne que vous accompagnez pourrait être victime ou est victime d'infractions à caractère sexuel. Je parle de ce qui m'intéresse, bien sûr. Et donc, c'est très, très grave et puni par la loi de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. À savoir que pour les mineurs, c'est évident, c'est décrit dans la circulaire. Et pour les personnes en situation de handicap, elles sont considérées aux yeux de la loi et de cette circulaire comme des personnes dites vulnérables. Et donc, effectivement, ce texte s'applique. Pour les pros, l'idée, c'est de dire il faut former les pros et que ça débouche sur des réponses concrètes. Franchement, c'est bon de macramer, quoi, gaspiller de l'argent. Voilà. Il faut des temps d'éducation complète pour les enfants, centrés sur les émotions, les habiletés psychosociales, etc. Et puis des groupes d'expression autour de la vie affective et sexuelle pour les adultes. Il faut qu'on arrête aussi d'éduquer les adultes jusqu'à leur mort, quoi, ou de les infantiliser, quoi. Quand tu as 47 ans, tu as encore quelqu'un qui te dit « je vais demander mon argent de poche, mon éducatrice référente », tu vois qu'on est mal barré quand même pour pouvoir parler d'une vie intime, affective et sexuelle. C'est compliqué. Et puis, ils disent attention au recrutement des professionnels, consulter le fichier informatisé des infractions d'auteurs, fichier judiciaire des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Je vais y arriver, l'acronyme, je ne maîtrise pas trop. Voilà. Je viens de Lyon, vous savez, on a le père Prénat, quoi. C'est quand même dommage d'embaucher le père Prénat pour faire du bénévolat avec des jeunes filles ou des jeunes garçons plutôt. Voilà. On vérifie. Respect absolu de l'intimité, pas de porte ouverte. Respect absolu des choix du libre arbitre. Tout est détaillé, vous verrez. Et puis je l'ai mis en rouge, comme s'il fallait le rappeler, mais c'est dingue quand même. Requérir systématiquement le consentement avant d'intervenir sur le corps des personnes en situation de handicap dans tous les actes de la vie. Moi, je pensais que c'était acté quand même. On est en 2024 maintenant. On n'est plus au 19e siècle. Peut-être pas. Les recommandations des bonnes pratiques professionnelles, en fait, il y a une note de cadrage qui est sortie. Et je peux juste vous dire que, puisque je devrais relire effectivement ces recommandations avec d'autres collègues, qu'il y a du retard. Donc, ce ne sera pas pour septembre 24, ce sera pour beaucoup plus tard. Mais il y aura un premier volet, en fait, qui sera général, et puis des fiches qui vont être déclinées spécifiquement. Et cette reco, elle est intéressante parce qu'elle va couvrir tout le champ, le sanitaire, le médico-social, la prison, l'avancée en âge, la protection de l'enfance. Alors Dieu sait que là, on aurait pu faire un colloque entier sur la protection de l'enfance, il y avait du boulot. Je vous le disais, la maltraitance est désormais définie dans la loi. Et c'est tout geste, parole, action ou défaut d'action visant toute personne en situation de vulnérabilité qui compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux, à sa santé, et qui intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement. Je pense qu'on peut difficilement faire plus large. C'est très intéressant parce que maintenant, ça veut dire qu'on a des possibilités de recours, puisque c'est clairement défini par la loi. Et souvent, moi, je rajoute que la pire des maltraitances, c'est la non-traitance. La pire des maltraitances, c'est la non-traitance. C'est impossible qu'il y ait une gommette sur nos parties génitales, sur notre sexualité, tout au long de notre parcours institutionnalisé, et que personne n'ose entrouvrir une porte pour nous dire, expliquer un petit peu ce qui se passe dans notre corps. Pourquoi est-ce qu'on a un liquide blanc qui vient cartonner notre pyjama le matin, etc. Comment ça s'appelle? Est-ce que je suis en train de mourir avec ce liquide qui sort de mon pénis? Comment s'appellent les petits papillons que j'ai dans le ventre, etc. Enfin, je pense que c'est quand même la moindre des choses. C'est mort. Et puis, effectivement, des prises de conscience sociétales et la mise en œuvre pérenne de dispositifs dédiés. Je passe, je vais arrêter les commentaires, mais se dire, mais pourquoi on fait du millefeuille en France, quoi? Pourquoi est-ce qu'on a créé tous ces trucs? Comment ils vont interagir, etc. De nombreux outils existent. Aujourd'hui, on n'a plus à rougir. Il y a 15 ou 20 ans, quand j'ai débuté, en fait, tous les outils, on les trouvait au Canada ou en Belgique. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, etc., qu'on a créés.
J'insiste sur le MeToo sans voix aussi, sur la CA, pour pouvoir aussi dénoncer. C'est un ado de 14 ans dans un IME qui a pu dénoncer en fait qu'il était violé par son éducateur grâce à sa CA. Voilà. Et puis on a fait une petite enquête et il y avait 9 autres cas, juste 9, ça fait 10 personnes. Voilà. Je n'ai pas commencé par des chiffres horribles, mais je veux dire, 90% des femmes autistes sont victimes ou seront victimes de violences à caractère sexuel au cours de leur existence. Et pour le coup, là, ce sont les hommes qui sont sous-diagnostiqués. On renverse un petit peu le problème, mais il y a beaucoup de mecs, effectivement, je pense autant, sauf que c'est sous-diagnostiqué. Renforcer l'action des intervenantes pairs, etc. Il y a plein d'ateliers, donc je ne vais pas empiéter. Mais je pense qu'Ingrid vous aurait parlé du DU qu'on a lancé avec la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains, qui est un DU personne experte en situation de handicap, qui est un DU professionnalisant, en fait, pour les personnes concernées. Nécessité de mieux flécher l'argent, attention aux gourous, aux formations un petit peu à la noix, etc. Je pense qu'il faut aussi vérifier le CV des intervenants, intervenantes. Voilà, vous avez le droit de choisir le père Prénat ou sœur Elisabeth, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut quand même mieux s'adresser à des gens compétents et envoyer les personnes qu'on aime ou qu'on accompagne, même si on ne les aime pas, vers des gens un peu compétents. La parole des personnes est trop souvent confisquée par les associations, etc. Et là aussi, c'est difficile. Il y a une forme d'invisibilisation et de validisme, en fait. Et ça serait vraiment intéressant de se tourner vers des associations militantes de personnes concernées. Les dévalideuses sont des femmes féministes en situation de handicap antivalidiste. Et puis Cléotiste, qui a un point de vue d'ailleurs extrêmement tranché et différent sur l'accompagnement sexuel que celui que je présenterai dans quelques minutes. Et puis, comment ne pas se perdre dans la jungle des outils? Ce n'est pas tout d'avoir des outils, il faut qu'on apprenne à s'en servir. Ah, pardon, je vais très vite. Et puis, pour s'en servir, il faut avant tout s'axer sur le développement du pouvoir d'agir. Vous les connaissiez tous, Autisme Diffusion, Kate Reynolds, l'AFA, l'Association des femmes francophones autistes, etc. Enfin, tout le monde les connaît. Et puis, quel statut pour l'accompagnement sexuel? Donc là, je passe très vite, ne regardez pas, fermez les yeux. Je vais arrêter de faire comme dans les autres ateliers. Levez-vous, levez le bras, etc. Voilà. J'ai bientôt fini. Non, mais c'est du doublon, donc je réserve après, on parle de l'accompagnement sexuel. Donc cette question doit concerner l'ensemble des professionnels de l'accompagnement et du soin. Et aujourd'hui, pour conclure, je suis vraiment à quelques secondes de la conclusion, presque, la question c'est arrêter de se dire en quoi, effectivement, je suis concerné par la sexualité de mes proches, des personnes que j'accompagne, etc. C'est évident, ce sont des personnes vivantes. Donc, ce ne sont pas des cailloux, ce ne sont pas des arbres, etc. Donc, oui, forcément, si tu n'es pas concerné, change de boulot. Va vendre des téléphones portables, fais du macramé ou vends du shit. Mais il faut un minimum de capacité quand même empathique, quand même, donc, et sociale. Donc, c'est compliqué pour certaines personnes. La question, c'est de se demander comment je suis impliqué par rapport à la sexualité. Et là, c'est très important. Vous voyez qu'il y a toute une pyramide et il y a des réponses graduées et différentes qui vont être proposées. Le premier, c'est le respect et la reconnaissance de la vie intime, affective et sexuelle des personnes qu'on accompagne. Si ce respect n'est pas présent et n'est pas inscrit dans le marbre des textes institutionnels, j'ai envie de dire, on arrête. On continue de faire de l'aquaponie, du macramé. Ce n'est pas possible de lancer des belles actions, des beaux projets, si effectivement ce n'est pas inscrit dans le marbre institutionnel des associations ou des établissements et services socio-médico-sociaux. L'autre niveau, c'est l'information, le conseil et l'orientation. Et enfin, le soin, la thérapie, l'accompagnement. Et au-dessus, tout en haut de cette pyramide, le petit point, là, ça serait l'accompagnement sexuel dont on va parler dans quelques secondes. Malheureusement, tout se casse la figure si la base du respect et de la reconnaissance n'est pas présente. D'où mon travail, effectivement, de vous sensibiliser, de vous montrer que si, on peut y aller. Vous êtes légitime. Il y a plein de textes aujourd'hui. Ce n'était pas pareil il y a 10 ans, 15 ans, etc. On a plein de bons sentiments. Aujourd'hui, on est vachement plus aidé. Il faut qu'on repense complètement l'accompagnement en associant les personnes concernées et ce à toutes les étapes. Pendant longtemps, on a eu une approche qui était uniquement centrée sur les problèmes, les risques et les dangers. Puis, on a fait semblant de grandir et on a eu une approche centrée sur les solutions. Mais ce qu'on n'avait pas compris, c'est que ce n'était pas à nous d'imposer nos propres solutions aux personnes. Ce n'était pas à nous de mettre en place des process et de vérifier que les personnes rentraient
dans ces programmes d'accompagnement. C'était aux personnes elles-mêmes à définir leurs propres solutions. Ce n'était pas aux grands, aux professionnels, aux psycho-machin chose, sexo truc, éduc machin, de proposer leurs solutions en attendant qu'ils soient appliqués. Non. Donc attention, parce qu'on a eu des écueils qui étaient celui de l'hypernormalisation. En fait, c'est un processus inconscient qui fait que quand on travaille avec des personnes en difficulté, on a tendance à mettre la barre encore plus haute que pour nos propres enfants ou pour nous-mêmes, quoi. Alors, c'est pas conscient, tu ne te dis pas, toi, tu es TSA, alors en fait, je vais mettre la barre plus haute, comme ça, voilà. Non, c'est inconscient. On a tellement peur qu'il se passe quelque chose, on a tellement des problèmes en nous, qu'en fait, on met la barre plus haute. Donc, en fait, les gens vont réussir à échouer, toute leur existence, ils vont réussir à échouer. Et en fin de compte, nous, on va se dire, ah ben, tu vois, j'avais raison, puisque regarde, il vient de se planter. Et on est dans le cercle vicieux, etc. Et puis le validisme, c'est de proposer uniquement un modèle, effectivement, qui est celui des valides. Alors là, on va en bouffer des modèles validistes avec les JO, etc. Je pense qu'on n'a pas fini. Ouais. La conclusion, c'est en fait d'avoir une approche qui est centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Et peut-être se dire que, je n'avais pas prévu, mais ce sera notre conclusion, que si nous-mêmes, en tant que professionnels ou en tant que proches, on ne s'inscrit pas dans notre propre développement du pouvoir d'agir, comment est-ce que tu pourrais accompagner les personnes à s'inscrire dans leur propre développement du pouvoir d'agir? Je vous remercie de votre attention. J'avais mal chronométré comme d'habitude.